En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bon dimanche. Je ne sais pas si vous avez la chance comme moi, à la dernière semaine de février, d'avoir une résidence secondaire et qui est en plus pas très loin de chez moi. Eh bien oui, j'ai la chance d'être en résidence secondaire au SIA, au Salon international de l'agriculture, qui tient encore sa place jusqu'à ce soir, puisque c'est le dernier jour aujourd'hui dimanche, et que vous pouvez d'ailleurs, si vous nous écoutez, nous rejoindre sur le salon si vous êtes dans les parages, ou même venir d'un peu plus loin pour encore profiter de ces allées qui sont bien pleines. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on commence avec le boss du salon. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Arnaud Lemoine. Bonjour Vincent Ferniaud. Le directeur du Sénéca, qui est en fait l'organisme qui organise le salon, hein, entre autres. Propriétaire, organisateur, on fait ça parmi d'autres choses, oui. Alors justement, c'est toujours bon de rappeler un peu la genèse pour le Sénéca de l'organisation du salon, parce que au départ, ce n'est pas votre activité principale. Non, on a plein d'activités, en particulier dans le monde du cheval. Mais le Sénéca est d'origine agricole et représente le monde agricole pour être les propriétaires, les organisateurs du salon. On en est content. Et cette année, avant que vous posiez la question, on est très content. Ah oui, vous êtes très content ? Oui, on est très content parce qu'en fait, vous savez, l'an dernier, le salon a été chahuté. Oui. Ah oui, on se souvient, oui. Voilà, beaucoup chahuté. Mais à juste titre, quand même, chahuté parce qu'il y avait beaucoup de mécontentement, beaucoup de stress et d'angoisse de la part des agriculteurs. Alors l'ADN du salon, c'est de soutenir la cause agricole et en même temps, comme dirait le proverbe, on est là aussi parce qu'il y a des producteurs qui montrent leurs animaux, qui vendent leurs produits, et on est dans un équilibre assez compliqué entre l'ADN du salon, soutenir l'ensemble des agriculteurs, et en même temps leur laisser la place nécessaire pour qu'ils puissent faire leur métier au moment du salon de l'agriculture. Oui, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, vous, parfois quand même, avec les politiques et les agriculteurs de l'autre côté. Un petit peu, et d'ailleurs j'en profite puisque vous parlez des politiques pour vous dire que de record en record, je ne sais pas si ça sera toujours comme ça, on est à 88 visites politiques cette année, c'est-à-dire 6 de plus que l'année dernière, et le double d'il y a 4 ans. Vous savez bien que les politiques, en dehors de prêcher leur bonne parole, chacun la sienne, ils viennent aussi chercher un peu de légitimité ici. On sait que ici est la base. Non, en fait, ils viennent chercher deux choses. Il y a ceux qui ont un terroir qui viennent le voir, et ceux qui n'en ont pas, qui viennent s'en chercher un. Oui, voilà. Et qui veulent chercher un terroir où s'installer peut-être dans un futur proche ou lointain. Par exemple. Mais en même temps, je voudrais pas qu'on sourit trop à l'évocation des politiques au salon, parce que c'est aussi notre ADN. Et vous savez, on a des exposants qui parfois nous disent « Oui, bon, c'est bon, les politiques, ils viennent nous ennuyer au salon, etc. » Souvent, ce sont les mêmes qui nous disent quand les politiques ne sont pas passés, mais où sont-ils ? Oui, c'est ça, ils viennent pas nous voir, ils viennent pas nous voir, ils nous délaissent, ils nous boudent. Donc, non, voilà, on est très fiers. Premier salon au monde quand même à avoir autant de visites politiques. C'est une gestion, c'est une organisation, c'est parfois compliqué. Mais on est très content de ça quand même. Alors avant de s'intéresser au bilan du salon que l'on fait aujourd'hui, juste avant la fermeture ce soir, parlons de cela parce que le fait d'avoir des politiques sur le salon, et comme vous le dites, record de visites en cette matière cette année, c'est aussi le moyen d'abord d'avoir des négociations, des discussions qui se font, et parfois même des petites phrases qui sont bien utiles, qui sortent dans les médias. Il se dit des choses ici qui ne se disent pas ailleurs. Absolument, mais les politiques quand ils viennent, aujourd'hui la différence c'est qu'ils sont obligés de venir avec des propositions. Oui. Ils ne peuvent pas arpenter seulement les allées en faisant la bise à l'un, à l'autre, etc. Aujourd'hui, après les mécontentements agricoles dont vous parlez Vincent, désormais ils doivent venir avec quelque chose de concret, sinon ça se passe pas toujours très bien. Mais Arnaud Lemoine, on a tous craint, parce qu'on craint chaque année, et vous le premier, puisque vous êtes en première ligne évidemment, avec votre nouveau président Jérôme Despey, oui. Qui vient d'endosser le costume d'Hervé Poulain, eh bien on a toujours la crainte que ça se passe mal, surtout après des années un peu chaudes comme l'année dernière. Et puis
hasard du calendrier ou au contraire une chose bien menée, cette loi de programmation agricole qui est arrivée à point nommé pour un petit peu apaiser les craintes des agriculteurs? Écoutez, on va se parler franchement. 15 jours, 3 semaines avant le salon, on était tous un peu tétanisés en se disant on va pas faire bis repetita, c'est pas possible. Non pas qu'on ne comprenne pas le mécontentement, mais le salon peut pas être le salon. C'est le salon des débats, mais ça peut pas être le salon des combats. C'est le salon des revendications, mais pour moi, pas des manifestations. Donc on a eu très peur. La loi est tombée on time, comme on dit en bon français. Pile, hein. Et c'est vrai que ça a dégonflé l'ambiance et ça a permis un salon apaisé. Vous l'avez senti comme ça, même pour les plus actifs, pour pas employer d'autres termes? Non, mais qu'il y ait un mécontentement agricole, c'est inhérent à la situation depuis 30 ans, et c'est juste. D'aléas en crise, de soubresauts en problème, il n'y a pas de sujet là-dessus. Simplement, il y a un moment donné, la vie du salon doit reprendre ses droits, parce qu'il y a souvent plus de 600 000 visiteurs, on va les avoir encore cette année. Il y a des gens qui font un tiers de leur chiffre d'affaires et qui sont des petits producteurs et qui méritent d'avoir le respect et la tranquillité, parce que les exposants font d'énormes et de beaux stands et qui doivent être respectés en tant que tels. Donc voilà, c'est un équilibre entre tout ça. Alors ici, je dirais que c'est un savant mélange. Pour être là chaque année, on sait bien, on s'y retrouve toujours avec bonheur, et on n'est pas les seuls. C'est un savant mélange entre évidemment l'agriculture française, les régions, qui sont extrêmement présentes, parce que terroir et territoire en fait, c'est un peu les deux piliers, et puis l'institutionnel, parce qu'il y a aussi beaucoup de recherches, ce lien entre la politique et la terre, il faut bien que ça passe par des institutions. Oui, et puis on a fait une répartition des halls qui correspond à ce que vous dites, c'est-à-dire chacun est dans son hall, et pendant des années, il y a des halls qui étaient un peu désertés, il faut se le dire entre nous. Comme le hall 4 par exemple des institutionnels, et en 5 ans on a vu un changement majeur, et aujourd'hui juste devant nous vous voyez il y a autant de monde que dans le hall des régions. Alors après les régions c'est de nouveau de l'ancrage territorial, et il y a peut-être quelque chose qui a changé dans le salon, c'est vous savez dans les villages français il y a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de connaissances agricoles, et en même temps on ne demande pas forcément à son voisin agriculteur de quoi est son quotidien. Et on voit le retour des ruraux au salon qui posent la question aux paysans du salon qui n'osent pas poser à leurs voisins. C'est peut-être dommage, mais en tout cas c'est utile, et c'est aussi une vocation du salon. Alors je rebondis sur ce que vous dites, c'est vrai que moi j'ai toujours le sentiment, et je suis pas le seul, tous ceux qui ont un peu pignon sur rue ici, qu'on va être avec le monde agricole au centre des préoccupations des Français pendant la semaine du salon. C'est un peu comme la semaine du goût, et puis le reste de l'année, on les oublie un petit peu, nos agriculteurs. Oui, et comme il y a pas mal de positifs au salon, et qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans le monde agricole, il y a une évolution qu'on souhaite qui n'est pas, comment dirais-je, arrogante. Mais on voudrait que le salon dure toute l'année, avec des moments du salon de l'agriculture dans l'année. Ouais, ça serait pas mal de faire ce genre de rendez-vous. Vous voulez devenir la grande caravane du SIA qui parcourt les terroirs? Non, peut-être pas ça, mais en tout cas qu'il y ait des moments SIA dans l'année pour faire le point et pour permettre ce qui se permet pendant 9 jours, de le permettre à d'autres moments dans l'année. Oui, c'est assez juste d'ailleurs. Alors, avant de vous laisser vaquer, parce que vous, jusqu'au dernier moment, vous êtes actif, Arnaud Lemoine, parlons un petit peu des chiffres cette année. Vous disiez on est content, on est même très content. Une belle fréquentation. Vous savez, il n'y a plus de règles en fait sur les jours où les gens viennent au salon de l'agriculture. Avant, j'aurais pu vous dire, le week-end ça explose, le lundi il n'y a personne, le mercredi les grands-parents viennent avec leurs petits-enfants. Il n'y a plus de règles. Mais ça a démarré un peu doucement dimanche dernier. Oui, ça a démarré doucement, et depuis on a rattrapé plus que largement, et le chiffre qu'on annoncera ce soir sera une belle et bonne moyenne. Vous pouvez dire, vous avez idée à peu près de combien ça frise? Eh bien, en tout cas, plus que la moyenne annuelle, plus que 600 000. Voilà, plus que 600 000, c'est déjà ça. Il faut être en progression, de toute façon. Ouais. Alors, ici, combien de halls sont dédiés au salon d'agriculture? La totalité de la porte de Versailles, de Paris Expo. C'est le seul salon français qui utilise tous les halls. Qui utilise tous les halls, voilà. C'est le seul. Et avec vraiment des espaces dédiés. Alors, on va dire 2 grands halls pour les régions. Oui. Qui sont un peu les chouchous des visiteurs non professionnels,
parce que on y mange, on y boit, on y rencontre les accents des régions, les cultures régionales. On y chante, on y festoie, on fait des paquitos, on fait toutes ces choses qui font la vie du salon. Parce que si on veut pas d'alcool excessif, on veut quand même le caractère festif. Parce que le jour où il n'y a plus de festif au salon, il n'y a plus de salon. Alors, beaucoup ont été, en revanche, au Hall 1, visiter Houppette, l'égérie, la vache limousine. C'est important que ça soit une vache à chaque fois, l'égérie ? Écoutez, il y a eu des débats pendant des années. Tout le monde voulait mettre autre chose. On a fait une étude assez simple. On a demandé aux gens, c'était quoi le symbole du salon ? Réponse, une vache. Donc nous, on suit les gens parce que c'est un salon populaire. Bien sûr, on voudrait mettre en avant un cheval, une poule ou autre chose, une autre production. Mais pour les gens, le salon, c'est symbolique. Voilà. C'est symbolique et c'est vrai que c'est un animal magnifique. J'en profite, pour saluer l'éleveur d'Houppette qui est extraordinaire. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu... Qui a été un ambassadeur, oui. Alexandre, je crois. Exactement. Je dis aux auditeurs d'aller voir Houppette et son éleveur. C'est un homme exceptionnel, qui a un modèle agricole tout aussi exceptionnel et qui est dans la pédagogie de son quotidien comme peu le sont. Et on rappelle que la limousine, c'est la vache qui est la plus exportée dans le monde, qui sert au plus d'élevage et de croisement sur la planète. Vous avez raison, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a ce qu'on appelle le business, les affaires, et on en parlait peu ou pas au salon, parce que c'est un salon grand public, etc. Mais il y a beaucoup d'affaires qui se font. Et d'ailleurs, dans les affaires qui se font, pour la première fois depuis 60 ans, on a mis un pays à l'honneur, le Maroc. C'était un choix d'amitié, mais aussi un choix, structurant, puisque dès l'an prochain, nous aurons un autre pays qu'on ne connaît pas encore. Ça sera décidé quand ? Je pense dans le mois qui suit. Dans le mois qui suit, très bien. Oui, les Marocains sont venus en délégation, effectivement, oui. Ce qui n'a pas toujours plu aux maraîchers français. Il faut le dire quand même, parce qu'il y a toujours des heureux et des malheureux. Mais tout à fait, mais dans le choix d'un pays, quel que soit le pays qu'on choisira, de toute façon, il y aura un problème, une problématique agricole. Mais le plus important, c'est pas d'avoir cette problématique, c'est que le salon serve de plateforme d'échange pour résoudre le problème. Et je crois que ça a été le cas. Voilà, c'est ça. Tout ce qui se fait dans la coulisse que vous ne voyez pas dans les allées du salon, c'est là aussi que ça prend une envergure. Merci Arnaud Lemoine d'être venu nous voir à l'aube de cette dernière journée. On invite évidemment tout le monde qui est à Paris à passer encore. Il y a des places, sachez-le. Allez, on se retrouve dans une seconde parce qu'on va parler de formation des jeunes agriculteurs. Parce que croyez-moi, là aussi, pour faire rêver, pour envoyer des étoiles dans les yeux, il y en a qui se démènent. En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on est toujours en votre compagnie sur le Salon international de l'agriculture à la porte de Versailles à Paris parce que ce matin, c'est le dernier jour. Je vais le répéter pendant toute l'émission parce qu'il faut que vous puissiez venir. Si vous êtes dans les parages, il y a encore de la billetterie possible pour ce dernier jour du salon. Et on va s'occuper d'un sujet éminemment important, c'est la formation au métier agricole et notamment de la jeunesse. Je reçois pour ça Laurent Payat qui est le secrétaire général de l'ANEFA. Alors, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation agricole. C'est parfait, ça, Laurent? J'ai rien bouffé? T'as tout bon, Vincent. Laurent, l'ANEFA, d'abord, il faut présenter cette association parce que vous faites un travail toute l'année. Justement, on le dit souvent, quand on entend Agence nationale emploi, on se dit c'est plutôt des gens qui cherchent des emplois pour des gens qui sont demandeurs. Mais là, c'est un peu le contraire. Vous cherchez des gens pour des emplois qui pourvoient et qui ne sont pas toujours pourvus. C'est ça. Alors, c'est un tout. Alors, tout d'abord, on est paritaire. Donc on est moitié employeur et moitié salarié pour constituer le conseil d'administration. Donc on est vraiment au service et des employeurs et des salariés. Voilà. D'accord. Oui, il faut le rappeler, parce que comme ça, on ne met pas toutes ses billes dans le même panier. Et c'est bien des deux côtés du versant de cette montagne que on s'occupe. Alors, on parlait avec Arnaud Lemoine, le directeur du salon du Sénéca. On parlait à l'instant de cette loi de programmation agricole qui a pointé le bout de son nez juste avant le salon. Pour vous, c'est aussi très important parce que la plus grande partie de cette loi, c'est sur l'avenir de la profession et notamment en termes d'emploi.
Complètement. L'avenir de l'emploi et l'avenir de la formation, puisqu'on a parlé du bachelor dans cette nouvelle loi d'orientation. Un mot à la mode, mais c'est bien que ça rentre en agriculture aussi. Ah bah oui, on va être sur un BTS avec une année en plus sur laquelle on a voulu cette année, sur l'année supplémentaire, parler de qu'est-ce que l'engagement, qu'est-ce que la RH, qu'est-ce que la RH, ressources humaines, pardon, pas d'acronyme. Non, c'est pas ça. C'est que RH, quand on est dans le monde de l'entreprise, tout le monde sait ce que c'est, mais je suis pas sûr qu'à la campagne RH soit encore passé dans les mœurs. D'où le fait de le mettre dans la formation. Voilà. Alors, le travail de l'année fin, toute l'année, il faut faire peut-être des petites explications par petits paquets. Quelles sont vos principales activités alors ? Alors, à ce jour, on est énormément dans la promotion. À être sur les salons et rassembler l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation, les 4 familles de l'enseignement, les maisons familiales et rurales, l'Union nationale des entreprises du paysage. Enfin, c'est vraiment tout ce travail de maillage. Pour les faire travailler ensemble ou oui, c'est ça qui est important. Pour mettre de la transversalité sur chacune de nos fonctions. Aujourd'hui, on est à la responsabilité à la NEFA de 11 stands sur le salon d'agriculture, à quelques pas d'ici, qui rassemblent les financeurs de la formation, employeurs ou salariés, les 4 familles de l'enseignement, et c'est l'ANEFA qui a ce rôle-là. Et on essaye de faire la même chose sur tous les salons en France, on va pas les citer tous, mais qu'on peut retrouver un peu partout, y compris les petits salons dans les départements qui n'ont pas la même dimension nationale. Laurent Parrier, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. C'est vrai que dans l'émission, moi je parle plus souvent de l'artisanat et notamment des artisanats de métiers de bouche, c'est normal dans cette émission qui traite en particulier de ce qui se mange, mais il ne faut pas oublier la formation au métier de l'agriculture. Est-ce que c'est comparable la formation que l'on donne au métier de l'artisanat et au métier agricole ? On a des socles communs. Oui. Puisqu'on a une obligation de lettrisme, de connaître un peu les mathématiques, un peu l'histoire. Il y a une base commune sur l'ensemble de la formation partout en France, puisqu'on est sur des niveaux CAP et avec des possibilités de passer de l'un de l'autre. En bac, on peut être, je dirais, dans la comptabilité et venir à l'agriculture pour la dernière année, etc. Les passerelles existent dans tous les sens, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir un socle commun. Après, on va se différencier, nous, en agriculture, avec des stages en entreprise. Et j'ai bien dit entreprise. Oui, pas dans la boue. Voilà. Ce midi, non, c'était hier matin, je recevais des jeunes de la région parisienne qui me disaient, mais je savais pas que votre métier c'était ça. Lui, il nous voyait encore avec une brouette, la fourche. Bah oui. Et j'ai dit non, je suis dans un manuscopique avec tout ce qui va bien, la clim, la radio, j'écoute Sud Radio bien sûr. Bien sûr, mais attends, mais c'est même pas la peine de le préciser ça. Et voilà, et on se régale parce que les choses ont énormément évolué et j'en ai pour preuve que c'était un métier très physique et on avait très peu de femmes. Aujourd'hui, on est à 37% de femmes dans les métiers de l'agriculture. Donc voilà, c'est jouable. Et quand on prend les formations agricoles, on est à plus de 50% de jeunes filles. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, il y a 2 choses qu'il faut peut-être mettre en avant. D'abord, le fait qu'il y a eu une progression fantastique de cette formation organisée, j'ai envie de dire, parce que jusqu'à il y a 50 ans, c'était évidemment de père en fils, de mère en fille. Les agriculteurs, c'était familial. On apprenait sur le tas et sur le tas de fumier, souvent, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, il y a un vrai enseignement, d'abord généraliste et puis après spécialisé. Oui. Alors, c'était très empirique. On est bien d'accord. Le diplôme n'était absolument pas important. On n'était pas dans la recherche d'une formation. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes non issus du milieu agricole, qu'on appelle les NIMA entre nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, NIMA, encore un acronyme c'est non issus du milieu agricole. Ah oui. Ça, donc c'est un mot. Ça, chez vous, un NIMA, on sait tous ce que c'est. C'est ça. Et on en a de plus en plus, ce qui fait que cette année encore, nous avons eu plus de jeunes que l'année dernière qui sont rentrés en formation dans le milieu agricole. Et qui viennent de quel secteur en général ? Tout secteur confondu. Il y a de tout. Il y a du ras-le-bol. Beaucoup de citadins ? Un peu. En tout cas, il y a du ras-le-bol de travail. Donc là, on est dans la formation adulte et des gens qui changent complètement de parcours et qui ont besoin quand même
d'apprendre la base du métier, Oui. de se rassurer, parce qu'on est quand même sur des fonctionnements totalement différents, que ce soit l'assurantiel, que ce soit l'administration, les banques, tout est différent en agriculture. On a notre cycle qui nous appartient. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a un pas à franchir et on fait tout pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, toutes les passerelles sont mises en place pour accueillir des jeunes qui ne connaissent pas ces bases, parce qu'un fils ou une fille d'agriculteur, on va dire à 4 ans, 5 ans, ils sont déjà sur le tracteur, quoi. Oui. Oui, mais alors moi j'y vois quand même un écueil, c'est que vous essayez de vendre du rêve. Pour faire venir, enfin l'agriculture, elle vend un certain rêve et parfois on se heurte aux réalités quand c'est un métier qui est dur, où on gagne pas très bien sa vie en général, donc c'est vraiment un métier de passion. Et comment est-ce qu'on insuffle cette passion? Alors la passion, elle va naître des rencontres, des voyages, de la vie de chaque personne. Et après je vends pas de rêve, j'offre un cycle de vie, un métier qui a du sens, où on voit de la naissance. Ah, le sens. Parce qu'on va démarrer d'une graine, on va démarrer d'une naissance d'un animal, on va l'amener jusqu'à ce qu'il soit prêt à être partagé. Et j'ai bien dit partagé. C'est tout ce cycle de vie qui est extraordinaire. Enfin, on le retrouve dans aucun métier. Moi, je suis un ancien fonctionnaire territorial. Je peux vous dire que j'avais pas cette passion pour mon métier. Je l'aimais beaucoup. Il y en a qui l'ont. Oui, bien sûr. Mais moi, je l'avais pas. Je suis tombé. C'est la passion, ces rencontres. Puis, alors, les valeurs humaines dans le milieu agricole. Ah oui, alors là, oui, c'est sûr. Moi, je le dis souvent. Malheureusement, quand on a eu des inondations dans mon département du Gard, les artisans du village venaient vers nous. Mais est-ce que vous pouvez aussi venir nettoyer chez nous? Nous, on n'a pas votre solidarité comme vous avez entre agriculteurs. Donc voilà, ces valeurs humaines, ça c'est extraordinaire. Oui, parce qu'on voit que la jeunesse aujourd'hui, elle n'est pas, uniquement axée sur le revenu et sur un confort de vie, mais plutôt donner du sens à une activité, trouver un vrai projet de vie autour de son activité. Tout à fait, j'ai un trio de jeunes filles qui sont venues, qui m'ont dit, nous on a besoin d'un peu d'argent pour nos études, mais on veut un temps plein à 3. Alors, on n'est pas prêt. Et on n'a pas le cadre. Oui, effectivement. Alors, Laurent, quand on vous voit ici, on sait exactement de quoi il s'agit. Comme vous dites, vous avez un outil de communication et de promotion de ces métiers de l'agriculture qui est bien rodé. Mais le reste du temps, quand on n'est pas sur la semaine du salon de l'agriculture, on vous trouve où? Vous êtes dans les campagnes, vous battez la campagne avec vos cars de ramassage d'emploi? Figurez-vous que oui, on a les bus de l'emploi en Bretagne. Après, ça va être un travail qui va être plus localisé, qui va répondre aux besoins du terrain. Et si vous me cherchez, je vais être au ministère en train de faire les référentiels de formation, ou je vais être aux maisons familiales et rurales pour essayer de faire évoluer les choses. J'essaye vraiment, dans ma fonction, de donner un éclairage un peu différent de l'agriculture avec une transversalité, et ça j'y tiens énormément. Ouais, on a souvent l'impression qu'en France, c'est ce qu'on se dit souvent sur l'enseignement, quel qu'il soit, on est très doué pour la théorie, beaucoup moins pour la pratique. On se doute bien qu'en agriculture, le stage en entreprise, comme vous dites, ou sur exploitation, c'est le nerf de la guerre. Enfin, je veux dire, la théorie à côté, c'est bien d'avoir une formation généraliste, mais bon. La formation généraliste, il la faut, quel que soit le métier. Une tête bien faite. Voilà. Mais nous, on a non seulement l'intelligence de la tête, mais on a l'intelligence des mains. Parce qu'on est des métiers manuels. Et ça ne peut s'acquérir que si on est sur le terrain. Et la formation agricole est énormément organisée autour de ces temps de formation et de ces temps de pédagogie, ce qui demande à la profession de se mobiliser pour répondre à cette demande. Il y a de la place pour les jeunes qui nous écoutent et qui se disent allez, je me lance dans l'élevage, je me lance dans l'agriculture, je me lance dans le maraîchage, l'horticulture. Il y a de la place? Le petit groupe que j'ai reçu samedi matin, c'était 7 jeunes. Sur 7 jeunes de banlieue parisienne, 3 ont dit banco.
Ah bah voilà, ça c'est bien, c'est un beau succès. Donc oui, il y a de la place. Un bon salon pour la NEFA alors. Bah oui, tout à fait. Merci Laurent Paillage, si vous nous écoutez et que vous êtes intéressé, évidemment, vous allez simplement sur votre moteur de recherche, vous tapez ANEFA, ANEFA, et vous trouverez tous les renseignements sur le site de l'ANEFA. Merci Vincent. Bon salon jusqu'à ce soir, vous allez encore recruter, je le sens. Et nous, on va s'occuper de beaux produits. Dans quelques minutes, on va parler du CGA, le concours général agricole. En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, je suis toujours dans les allées du Salon de l'Agriculture pour cette dernière journée. Je vous rappelle, ce soir dimanche, terminé pour le 2025. Donc si vous voulez venir visiter et que vous êtes dans les parages, n'hésitez pas, c'est encore extrêmement vivant jusqu'à la dernière minute. En revanche, pour ce qui est du concours général agricole, c'est terminé. C'est même bien terminé puisque je suis avec le commissaire général Olivier Allemand. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent Ferniaud. Alors ça s'est terminé en milieu de semaine, parce que vous avez toujours de l'avance sur le salon en quelque sorte. Ah ben c'est sûr que le concours général agricole il débute avant le salon et les finales sont plutôt en début de salon, et parce qu'effectivement il y avait plus de 20 584 producteurs qui ont soumis leur prix au jugement donc de nos jurés cette année, mais c'est vrai qu'on va les prélever indirectement chez eux dans les exploitations, et ensuite évidemment ils sont jugés à Paris, donc c'est vrai que ça commence avant le salon. Alors pour moi il n'est pas question de passer avec Sud Radio au salon de l'agriculture sans avoir Olivier Allemand à mes côtés, parce que moi non mais c'est les plus beaux produits de France, et évidemment c'est ma cam, c'est dans cette émission, moi qui aime parler que de beaux produits, là on a tout ce qu'il faut. On est au cœur de l'ADN et de l'émission et du vôtre Vincent, et c'est vrai que on souligne avec ce concours qui est le seul concours qui est porté par un ministère au monde, et qui est le seul concours qui est contrôlé en point de vente au monde aussi. Donc c'est effectivement fait pour rassurer le consommateur, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'excellence française sur un plateau. Et en plus, on le rappelle, quand je disais vous êtes toujours en avance sur le salon, dans l'histoire aussi, on le rappelle toujours, le concours général agricole a préexisté bien longtemps avant le salon de l'agriculture. Oui, il est né en 1870, Vincent, et effectivement c'est post-seconde guerre mondiale où Monsieur Pisani, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, oui, Edgar Pisani, a décidé parce que ce concours était fait entre agriculteurs et pas ouvert au public, et qui a décidé justement de l'ouvrir au public pour montrer toute la diversité donc de la production française. Donc le CGA, il était B2B et c'est devenu B2C avec le salon. Exactement. Alors belle édition, on l'a compris à travers ce que vous me disiez, plus de 20 000 produits donc producteurs qui soumettent donc leurs produits au jugement, et pas seulement des professionnels. C'est ça qui est intéressant et inédit dans le concours général agricole. Oui, pour cette édition, pour juger effectivement les plus de 20 500 produits, on a convoqué 8 400 jurés, donc moitié professionnels de la catégorie qu'ils doivent juger, tout simplement parce que eux connaissent bien les référentiels et les cahiers des charges de l'INAO, AOP, IGP, avec tous les signes de qualité que vous connaissez. Donc moitié professionnels et moitié consommateurs comme vous et moi, qui s'inscrivent dès septembre sur le site du concours général agricole, qui choisissent une catégorie: vin, huîtres, jus de fruits, huile d'olive, enfin on choisit sa catégorie, et là on vous propose une journée de formation pour justement faire en sorte de vous décomplexer par rapport aux critères de dégustation. Bien sûr, parce que c'est impressionnant quand on arrive au milieu des professionnels et des autres amateurs. Oui, mais pourquoi ce choix ? Ce choix, il est là parce qu'on doit en permanence s'adapter à l'évolution sociétale du goût des consommateurs. Parce que si on veut prendre un produit médaillé dans les rayons des supermarchés, c'est bien parce qu'il correspond à l'attente sociétale du moment. Alors, je vous dis ça parce que les consommateurs sont toujours méfiants à l'égard des signes de qualité et des labels. Moi, plusieurs fois, j'en ai parlé de Bien cette sûr. fameuse feuille de chêne or, argent ou bronze. Et parfois, vous trouvez des gens qui disent « Ah oui, j'en ai vu cette bouteille de vin. Oui, c'est sérieux ça ?» Il faut qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière. Pour apporter du sérieux, il faut comprendre toute l'organisation et le fait que les
professionnels encadrent en quelque sorte les amateurs. C'est ça. Et les amateurs, alors les amateurs c'est pour le goût, les professionnels c'est peut-être pour le cahier des charges, la façon dont c'est fait, le jugement impartial. Oui, c'est exactement ça. Et puis vous savez, une fois qu'ils goûtent individuellement les échantillons qu'on leur propose, ensuite ils doivent se mettre d'accord à 6 pour attribuer ou pas une médaille. Donc des fois il y a des débats qui durent 2 heures après la dégustation. Sur les 20 000 produits, plus de 20 000 produits, quelle est la proportion de médaillés ? Alors sur les 20 000 produits, 25% cette année. On a 5 343 produits médaillés. C'est un peu plus que d'habitude ? Alors écoutez, c'est un peu moins que d'habitude. Ah d'accord, ouais. Mais il y avait beaucoup de produits. Oui, alors c'est un peu moins que d'habitude. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une augmentation donc dans le concours produit, une diminution d'échantillons dans le concours vin, eu égard aux difficultés climatiques. Oui, parce que l'année a été catastrophique. De l'année passée. Et au final, en termes de pourcentage, les jurés ont été plus exigeants cette année que l'année dernière. Donc ils ont attribué moins de médailles que l'an dernier, mais ça aussi c'est un gage de qualité et de valeur de la médaille. Mais il n'y a pas des quotas, Olivier Allemand, hein, non ? Il n'y a pas de quotas. Les médailles, c'est les médailles qui sont décernées par les dégustateurs. Oui, c'est eux qui sont seuls souverains pour attribuer ou pas une médaille. Donc vraiment, là, il n'y a pas de critères ou pas de quotas. Vous poussez pas à la roue en disant il nous en faut un peu plus cette année ou non. Au contraire, moi je suis même assez heureux que les jurés soient encore plus exigeants parce que je trouve que ça valorise encore plus le producteur et donc du coup ça reconnaît encore plus l'excellence de son produit. Alors les grandes tables que l'on voit ici les premiers jours du salon, c'est final en définitive, ce n'est que la face émergée de l'iceberg, c'est un travail d'une année en région. Ah oui, c'est un travail d'une année en région. Parce qu'il faut identifier déjà les possibles finalistes. Ouais, en tout cas, il faut impérativement rappeler aussi les valeurs du concours aux producteurs pour qu'ils puissent aussi s'inscrire dans la démarche, parce que il y a ceux qui se réinscrivent d'année en année parce qu'eux ils connaissent bien l'intérêt du concours général agricole, et puis il y a tous les nouveaux qu'on doit dénicher, et dans des catégories aussi qui sont un petit peu différentes, parce que l'idée c'est encore une fois de suivre l'évolution sociétale et donc de créer chaque année de nouvelles catégories de produits. Alors, donnez-nous des exemples, par exemple, de ce qui est apparu cette année. Tout simplement, en fait, parce que la base, on va dire vin, fromage, les foie gras, etc. C'est du classique, mais vous allez chercher un peu l'exception. Oui, en fait, on écoute justement les consommateurs qui sont dans nos jurés et on s'adapte à l'évolution sociétale. On est en train de voir un rééquilibrage en fait du produit carné vers le végétal. Très concrètement, alors de nouveaux concours, il y avait pour la première année ici le chou de la choucroute, mais on est en train de travailler sur des concours qui sont beaucoup plus végétaux. On est en train de travailler le concours du haricot, parce qu'il y a du haricot tarbé, du haricot coco, du haricot de Paimpol, donc on peut faire un concours facilement. Pour valoriser la filière blé dur, on est en train de travailler sur un concours pâtes, parce que ça paraît tout bête, mais en fait on n'a toujours pas de concours pâtes. Et puis l'année prochaine aussi, il y aura l'arrivée du concours pain de campagne. Donc on a fait un concours expérimental pour le tester cette année, mais il sera présent en 2026. Et peut-être bientôt le vin sans alcool alors. Non mais écoutez Vincent, on a déjà une catégorie bière sans alcool dans la catégorie bière, parce que là aussi on suit les tendances. Et pour l'instant on n'a pas avec la filière viticole le début d'un cahier des charges sur le vin sans alcool. Oui, parce que là pour l'instant c'est un peu un fourre-tout. Hein. Ouais, pour l'instant, et chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui est cadré, donc pour l'instant non. Voilà. En tout cas encore une pluie de médailles. Moi je suis un petit peu chauvin pour le comté jurassien, et notamment pour Juraflore. C'est vrai, chaque année beaucoup de médailles. Le comté, premier fromage d'AOP française. Oui, premier fromage d'AOP. En tonnage. Je suppose que vous faites allusion à Jean-Charles. À Jean-Charles Arnaud, bien sûr. À Jean-Charles, qui effectivement est un fidèle du concours général agricole et qui a chaque année des médailles d'or. Il faut savoir que sur la Bourgogne-Franche-Comté, on a décerné 216 médailles par exemple cette année. Donc c'est vrai qu'après chaque région, chaque département est fier et à ses petits chouchous, donc là c'est sûr. Restez avec moi parce que je suis allé la semaine dernière pour le record de la plus grosse fondue du monde au comté, au Fort des Rousses. C'est tout de suite après ça. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, comme le disait Olivier Allemand, le commissaire général du concours général agricole, pluie de médailles pour le comté. Le comté, quel beau fromage jurassien et notamment Juraflore. Et pourtant, l'événement Juraflore, c'était la semaine dernière au Fort des Rousses. Un moment incroyable, j'y étais et dans la cave.
Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis avec Jean-Charles Arnaud dans les caves du Fort des Rousses. Jean-Charles Arnaud, bonjour, vous êtes le PDG de la fromagerie Arnaud, les comtés Juraflore, c'est leur marque. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Jean-Charles, hier soir? Eh bien, on a transformé un peu le rêve, la folie, l'imagination en réel. On a mobilisé toutes les troupes, producteurs de lait, fromagers, toute l'équipe de fromagerie Arnaud. Et on a quand même décidé de piquer le record du monde de la fondue à ces terribles Helvètes qu'ils détenaient depuis 2009. Les Suisses depuis 2009. Ça faisait donc 15 ans, plus de 15 ans qu'ils avaient le record. Insupportable, totalement insupportable. On s'est mobilisé, on a décidé de faire 2039 kilos dans un caclon cuivre parfait. Pardon mes amis suisses, mais quand même pas vous, pour vous mettre une raclette, mais une raclée sur le record du monde de la fondue. Est-ce que c'est dans l'ADN des Jurassiens que vous êtes, vous-même, de faire de la fondue? Est-ce que c'est un plat jurassien à l'origine? Mais évidemment. Il me semblait, monsieur Ferniaud, que vous aviez des racines jurassiennes. Mais moi, je suis impartial. Ah, mais pas moi. Et nous, la fondue, mais c'est le plat national, c'est une évidence absolue. On en fait en plein été, par 35 de température. Et évidemment, 100% compté, et là c'était 100% compté Juraflore, 9 mois, 15 mois, 21 mois. Pour l'affinage, vous voulez dire? Oui, pour l'affinage, mais surtout pour avoir encore une texture longue sur un 9 mois, 21 mois, beaucoup d'aromatiques, et faire une bonne fondue. On voulait battre le record du monde quantitatif, mais on voulait que le peuple jurassien se régale. Et hier, on a battu des records de consommation. En moyenne, on était à 480 grammes par personne. Alors, j'ai du mal à retranscrire l'ambiance de ce qui s'est passé hier soir. Combien de personnes étaient réunies dans la cour du Fort des Rousses, la cour intérieure, qui est quand même grande, hein, c'est une grande cour. Hein. C'est vrai. Mais on avait 5039 invités. À la fin, ça a débordé un peu quand même. Mais voilà. Quel est l'espace à l'intérieur du fort? Alors, on a 215 000 m² donc par niveau. On a énormément de place, encore beaucoup de souterrains que l'on ne connaît pas encore, mais aussi 37 caves d'affinage différentes avec des ambiances. Mais attendez, quand on parle d'une cave, on n'imagine pas, hein, parce que les gens qui disent cave, ils imaginent 5 m² en dessous de leur maison. Là, une cave, ça fait combien de longueur? Ben, la plus grande, elle fait 240 mètres de longueur, un demi-cintre en pierre, qui est à moins 12 mètres de la surface. Construit par ces militaires, mais avec un savoir-faire d'exception. On se croit souvent bien malin, mais c'était des bâtisseurs géniaux. Oui, parce qu'à l'origine, il faut le rappeler, ce fort, c'est un fort construit par Napoléon pour défendre en fait les marches de l'Est, hein, c'est-à-dire les frontières du pays. Absolument. On a en face de nous une petite rivière donc, qui prend sa source dans le lac des Rousses, l'Orbe. Napoléon était passé par là et il craignait une attaque prussienne qui se réalisera bien en 1815 et le fort des Rousses va être là complètement rasé avant de redémarrer une nouvelle construction qui se terminera même en 1899. Et puis il y a 30 ans, la troisième vie du fort, il y a 30 ans, vous investissez les lieux et vous dites plutôt que d'y mettre de la poudre et des canons, on va y mettre des meules de comté. Absolument. J'étais instructeur là, à l'époque du centre d'entraînement Commando 23 et j'avais vu ces voûtes de pierre magiques et moi avec mes deux grands-pères qui avaient affiné leur comté dans ces voûtes de pierre, je rêvais. Et puis décision du président Chirac d'arrêter la construction, vente du Fort des Rousses et je suis parti dans cette aventure un peu folle de le transformer. Alors depuis vous êtes considéré comme un grand malade, hein, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous tentez à peu près tout ce que les autres n'osent pas faire. Voilà, et un immense jurassien dit heureux qui peut vivre de sa passion, donc que ça soit la passion de transformer ce fort, de battre le record du monde de la fondue des Suisses quand même à 1 km de la frontière. Hein. Ouais. Mes bons amis vont m'en vouloir un peu de l'autre côté. D'ailleurs, ce matin, dans Le Matin, qui est le journal suisse francophone juste de l'autre côté de la frontière à 5 km, ils s'arrachent les cheveux les Suisses là. Ah, je pense qu'ils sont déjà en train de voir effectivement comment il faut faire un caclon pour nous battre. Et c'est génial.
Parce qu'on a une montagne en partage, une culture en partage et des millénaires de fabrication de ces fromages en partage. On peut rappeler ce que c'est qu'une fondue? C'est quoi la recette? Redonnez-la nous. Qu'est-ce qu'il y avait hier dans ce chaudron de plus de 2 tonnes? Que du naturel, chardonnay en Côte du Jura. Alors on parle de vin, hein, parce que ça se fait avec du vin la fondue. Bien sûr. Et puis le vin emblématique de notre territoire, le savagnin, qui nous permet d'obtenir donc ce merveilleux vin jaune. 139 litres de savagnin. Alors, s'il y a 39 à chaque fois, c'est parce que c'est le numéro du Jura, on est d'accord? Mais oui. Voilà, autant faire simple. On nous dit qu'on est chauvin, mais c'est pas de notre faute si c'est le plus beau pays de la Terre, quand même. Alors, il y avait un témoin privilégié de cette fiesta ahurissante, il faut le dire, comme savent faire les Jurassiens. C'est mon ami Philippe Forbrac, le meilleur sommelier du monde, mais vous le connaissez bien sur l'antenne de Sud Radio, puisque vous le retrouvez tous les week-ends dans In Vino, aux côtés de l'ami Alain Marty. Philippe, toi, tu peux témoigner de cette folie, de cette frénésie de fondue hier soir. Oui, c'est une première historique, et puis on a rarement l'occasion de goûter ou de participer à ce genre d'événement, c'était juste incroyable. Alors, côté vin, effectivement, le chardonnay et le savagnin, et le fameux savagnin. Finalement, Jean-Charles a remplacé les canons par boire des canons. Raisonnablement, mais finalement, c'est ce qui s'est passé hier soir. Les gens ont profité. Alors déjà, le vin, bien entendu, de qualité, parce qu'il ne faut pas rêver. Si on veut faire une belle fondue, c'est surtout des produits de qualité. Bien sûr, le comté Juraflore, 9 mois, 15 et 21, mais également des jolis vins du Jura, agrémentés d'un savoir-faire, bien entendu. Et puis goûter avec aussi ces fameux vins du Jura, parce que non seulement on les met dans les ingrédients, et Dieu sait si c'est juste incroyable en aromatique, mais en goût, il faut pouvoir absorber effectivement ce fromage. Et les vins du Jura, notamment le savagnin, sont les bienvenus. Alors moi j'en profite d'avoir un homme du lait et un homme du vin pour justement parler de la recette, parce que allier du lait et du vin, ça n'est pas tout à fait contre nature, mais presque, Philippe. Il faut dire que dans le cadre de la fondue, ça se parie très bien. Et justement, l'art du grand fondeur, celui qui... Imaginez ce qu'ils font. C'est le fondeur. Entre autres. Mais surtout, c'est l'art de mixer et de trouver cette texture. Parce qu'une bonne fondue, non seulement c'est aromatique, des bons produits, et après il y a l'art de la maîtrise du feu. Et on sait que la maîtrise du feu, c'est ce qui a permis de faire grandir la civilisation. Et donc la texture. Et non seulement il y a le comté, non seulement il y a les vins du Jura, mais il y a également aussi des petits ingrédients. On peut aromatiser un petit peu avec de l'ail. Il y avait de l'ail hier, Jean-Charles? Un peu. Du poivre blanc. On peut même mettre du kirsch, moi qui suis un amour du kirsch, oui. Mais je voudrais quand même dire quelque chose entre vin et fromage. Il y a autant de différence entre une grappe de raisin et une bouteille de vin et un vin, où la consommation des sucres va être totale. Dans le lait, on a beaucoup de sucre. Le lactose, le fameux lactose. Le lactose. Et on n'en a plus du tout dans le comté. Et c'est le même principe de consommation des sucres que l'on retrouve dans les deux. Mais c'est la fermentation en fait, ça mange le sucre. Et c'est une forme de lactofermentation que l'on a finalement également donc, dans le monde du vin. Donc ce sont des frères complets. Philippe, un mot, parce qu'on ne boude pas notre plaisir ici dans le Jura de faire un peu la promo du Jura et des vins jurassiens. Parlons de ce savagnin. Ce cépage, qu'a-t-il de si particulier pour ceux qui nous écoutent et qui soient à Montauban, à Brest ou à Charleville-Mézières qui ne connaissent pas le savagnin? C'est vrai, c'est un cépage juste emblématique du Jura, mais c'est surtout un cépage qui est travaillé de façon très particulière dans le Jura. Le fameux vin jaune, il faut 6 ans et 3 mois, c'est l'art de la patience, l'art de la maîtrise de l'oxygénation justement contrôlée pour pouvoir faire en sorte que le vin développe des arômes incroyables, une puissance inouïe, la noix, les fruits secs d'une façon générale, des notes même de fleuris, de fruits un peu confits, etc. Enfin, et d'épices, donc notamment le curry que l'on trouve souvent. Curry, la gentiane, mais les fruits exotiques aussi en sec. Absolument. Et en fonction de l'âge aussi et des terroirs. Il y a le grand terroir qui est le fameux château Chalon, qui est la Rolls effectivement des crus, mais les autres vins jaunes du Jura sont faits dans le même esprit, que ce soit l'Étoile, l'Arbois, ou dans le Côte du Jura. Il y a cette capacité, j'ai dit au peuple jurassien,
de façonner finalement le savagnin pour en donner un vin complètement unique et qui est un vrai vin de gastronomie qui peut surprendre lorsqu'on le goûte pour la première fois, mais c'est peut-être comme ça qu'on est accueilli dans le Jura, on est surpris par le Jura et finalement ensuite on n'arrive pas à le quitter et on s'en souvient. J'ai l'impression, Jean-Charles Arnaud, que les Jurassiens, ce qu'ils veulent avant tout, c'est être différents, pas être les mêmes que les autres. On a une terre qui est parfois difficile, avec des hivers, avec des situations compliquées, mais on l'aime infiniment, cette terre, et on veut garder notre culture. Et je pense que ce qui fait la magie de la France, mais la magie quelque part d'un monde équilibré, c'est le respect des cultures d'appellation d'origine. Pour moi, un Castelmagno en Italie, c'est un fromage merveilleux. C'est votre fibre in-house, ça, hein. Vous avez été président de l'Institut national des appellations d'origine, ça vous reste chevillé au corps. Oui, mais les grands vins ont des millénaires, les grands fromages ont des millénaires. Nous sommes des porteurs provisoires et momentanée de cette culture. Et là où qu'elle soit, à partir du moment où elle est réelle, on peut en faire la démonstration, je suis un défenseur. Et forcément pour celle du Jura, je suis peut-être quand même un tout petit peu chauvin. Alors vraiment un tout petit peu. Si je comprends bien, si demain les Suisses viennent avec un chaudron avec 100 kilos de fromage en plus, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous remettez... C'est pas la fin de l'histoire, j'ai l'impression. Je vais les féliciter et on va travailler pour battre leur record, ça c'est sûr. Mais je vais les féliciter. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et oui les amis, en attendant la guerre avec les Suisses, tout le monde est bienvenu ici pour cette dernière journée du Salon de l'Agriculture pour venir goûter le comté sur les stands de la Franche-Comté. Ce salon qui s'achèvera ce soir sur une note de joie et de succès, j'espère, et de belles perspectives pour les agriculteurs qui en ont grand besoin, surtout les jeunes. On dit souvent que sans les abeilles, nous ne pourrions plus nous nourrir, alors qu'elles pollinisent plus de 80% des plantes que nous mangeons, mais sans nos agriculteurs, ce serait encore pire. Alors, aimez-les, respectez-les, et pas seulement pendant la semaine du salon, toute l'année. Je vous laisse avec les infos de 11h, puis c'est Alexandre Devecchio. Allez, bon dimanche à tous, à notre écoute. En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.